Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 240 aujourd'hui, avec un sujet qui, en tant que sportif, fait partie de notre aventure sur les routes et les chemins, à savoir la relation que l'on peut avoir avec un kinésithérapeute, avec un physiothérapeute, avec un masseur, avec quelqu'un qui va nous bichonner. Et bien souvent, c'est lorsque l'on est blessé que l'on va frapper à la porte des cabinets de façon à pouvoir nous rétablir le plus rapidement possible. Et dans cet épisode, j'ai fait appel à Maxime Pata qui, du côté de Reims, exerce donc ce métier de kinésithérapeute. Il prend en charge bien évidemment des sportifs, qu'ils soient amateurs mais également professionnels, puisque Maxime a été kiné du Stade de Reims en première division et il intervient actuellement auprès de l'équipe cycliste professionnelle Groupama FDJ. Dans cet épisode enregistré à 3 voix, puisqu'un patient de Maxime s'est greffé dans l'interview, vous le connaissez, il s'agit de Bruno, nous avons souhaité dépoussiérer cette image parfois un petit peu vieillissante et dépassée du métier de kinésithérapeute. Ce métier de kiné s'est en effet modernisé avec l'apparition de nos jours de nouvelles technologies que nous présentera Maxime, mais également de cette alliance indispensable entre patient et kiné pour sortir le plus rapidement de cette période de blessure. Le patient sportif est désormais acteur de sa rééducation et nous verrons également avec Bruno l'importance de ces échanges entre l'athlète, le coach et le kiné. Alors même en tant que sportif amateur, je pense qu'il est important de s'entourer de personnes pour constituer un staff qui puisse intervenir en cas de besoin, mais également dans le domaine de la prévention des blessures. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Maxime Pata ainsi que de Bruno Hobby pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes consacré au métier de kiné que nous allons totalement dépoussiérer et pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Maxime, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va avec toi essayer de dépoussiérer l'image du cabinet, du kinésithérapeute avec ton expérience, ta pratique. Et tu es venu avec un témoin, un patient, un sportif qui est un sportif professionnel, en la personne de Bruno, que les auditeurs connaissent bien évidemment. On s'est mis en relation donc tous les trois pour parler de cette alliance thérapeutique, parler de ces nouvelles méthodes, nouvelles technologies qu'utilisent les masseurs kinésithérapeutes dont tu fais partie Maxime. Je te souhaite la bienvenue et je vais te laisser te présenter pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ton parcours, que ce soit professionnel et sportif. Bonjour Bruno, bonjour Sébastien. Écoutez, merci pour cette invitation à ce podcast à côté de mes pompes. Merci à vous deux. Écoutez, pour me présenter, je vais faire très simple. Je suis masseur kinésithérapeute depuis 2015. J'ai d'abord travaillé au Stade de Reims pour l'équipe professionnelle durant 4 ans, qui a été une très bonne expérience pour moi, un gros accélérateur de connaissances. J'ai ensuite changé de continent l'espace de quelques mois pour aller aux États-Unis, pour ensuite revenir en France, m'installer 1 an dans un cabinet libéral à Paris, pour lequel j'ai travaillé. Et ensuite, là, je suis revenu définitivement à Reims en tant que pur rémois dans le cabinet ISOS, qui est un cabinet pluridisciplinaire qui regroupe des kinés, des médecins, des podologues et des préparateurs physiques dans lequel j'exerce mon activité libérale. Et à côté de ça, j'ai des vacations avec l'équipe Groupama FDJ, qui est une équipe de cyclisme professionnel pour lequel je travaille maintenant depuis 5 ans. Voilà, Sébastien. Quel est ton lien avec le sport en pur rémois? Est-ce que, tel Raymond Kopa, tu tapes dans le ballon encore aujourd'hui? Effectivement, tu as vu juste, je suis encore footballeur, alors amateur bien sûr, mais j'ai toujours mes 2 entraînements semaine et mon match le dimanche. À la base de formation footballeur de pure souche.
ça va plaira pas à Bruno, mais chez les footeux, on n'est pas des grands amateurs de la course à pied initialement. On a peu d'appétence en tout cas pour cette pratique, mais voilà, au fur et à mesure de mes expériences et du développement de mon activité, je me suis intéressé de plus en plus à cette pratique et effectivement maintenant à haut niveau, peu importe le sport, que ce soit dans les sports collectifs ou même dans le vélo, hein, on cherche maintenant à faire courir nos athlètes. C'est quelque chose qui maintenant a un peu plus d'importance à mes yeux et sur lequel j'ai un regard un peu plus attentif et sur lequel surtout je m'intéresse énormément. Alors Maxime, toi qui es au contact de sportifs professionnels au quotidien ou presque, hein, puisque tu reviens du Tour du Pays Basque, en termes de prise en charge, est-ce qu'on va avoir le même regard sur un patient qui n'est pas sportif, un sportif amateur comme je peux l'être, un sportif de haut niveau comme Bruno qui va venir te voir avec vraiment des connaissances précises sur une potentielle blessure? En termes de prise en charge, est-ce qu'on est sur un même niveau ou est-ce qu'il y a quand même des disparités au quotidien? Comment tu les traites, ces différents types et profils de patients? Alors écoute, c'est une question qui est assez finalement assez simple à répondre. C'est que au niveau professionnel, c'est presque là où c'est le plus facile entre guillemets. On est sur une prise en charge pluridisciplinaire avec énormément d'intervenants à haut niveau. Effectivement, on est sur de la Formule 1, hein, on est sur du micro-réglage, on est sur la recherche du petit point de détail qui pourrait permettre à l'athlète de performer. Donc chacun dans son domaine va venir apporter par rapport à ses connaissances, venir faire progresser l'athlète. On est vraiment sur des évolutions très minime parce que voilà les athlètes de par leur expertise, leur expérience et aussi par rapport à tous les intervenants qui viennent justement au niveau de la performance, on est vraiment sur des réglages très fins et c'est finalement quelque chose qui est relativement facile entre guillemets d'un point de vue purement soin thérapeutique. Et pour le coup, j'y mettrais voilà une grande différence avec le libéral, avec des sportifs, on va dire un profil un peu plus amateur, où là pour le coup on a voilà moins d'intervenants extérieurs, on est face aux patients et souvent à des patients voilà qui ont des préjugés sur leur pratique, qui ont une certaine façon de fonctionner depuis des années et où là justement ça devient très intéressant parce que il y a des axes de progression qui sont énormes et on y voit d'ailleurs souvent les plus belles évolutions et les plus belles progressions. Est-ce qu'on peut considérer que les sportifs professionnels sont toujours un petit peu sur un fil entre la performance optimisée et la blessure et toi tu es là pour contrecarrer cette dégringolade vers la blessure? Oui, tu as raison. Alors après, on n'est pas tout seul, hein. Souvent, on intervient à plusieurs. Il y a énormément d'échanges en fait qui se font entre tous les intervenants de la performance et effectivement, maintenant, à haut niveau, on a des marqueurs hein, qui nous permettent d'anticiper ces blessures, de les prévenir. J'irais presque dire que maintenant, à haut niveau, le sportif qui se blesse, c'est soit qu'il a pas forcément écouté ce qui lui a été proposé, ou soit qu'il a un petit excès à côté, ou qu'il est pas rentré dans les prédispositions, dans les conseils qu'ont pu donner le staff. Alors après, on ne peut pas tout maîtriser à 100%, et bien évidemment, il y a tellement de paramètres qui peuvent intervenir dans la blessure que on peut pas s'assurer un 100% de non-blessure, mais à haut niveau, maintenant, avec tous les moyens et tous les intervenants qui rentrent dans cette performance, voilà, il est très facile de contrôler ça, au contraire de l'amateur, où lui, justement, on se retrouve avec des gens qui sont dans un contexte avec un travail à gérer, avec un stress à la maison, avec des enfants, avec toutes les problématiques finalement du quotidien qu'on peut retrouver. Et il y a énormément de conseils à prodiguer et énormément de choses à mettre en place. Alors à la différence que les sportifs professionnels, ils ont des créneaux, ils ont entre guillemets un staff à portée de main. En tant que sportif amateur lambda, aujourd'hui, on peut difficilement aller pousser la porte d'un cabinet pour obtenir des soins. Comment on fait quand on est blessé et sportif amateur pour venir dans ton cabinet pour pouvoir obtenir soit un diagnostic ou des soins qui soient réparateurs ou préventifs? En fait, je vais revenir un peu à ma formation initiale qui était au foot, au Stade de Reims. J'ai eu la chance de rencontrer Laurent Bessière, que je peux citer, qui est maintenant responsable de la performance à Nice, qui m'a beaucoup appris et beaucoup ouvert les yeux. Et en fait, on avait un principe de base qui était, en fait, on avait une hantise de la blessure et il fallait réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire pour justement éviter que l'athlète se blesse.
Alors effectivement, au niveau, on a du temps, on a des moyens et on mettait énormément de choses en tout cas en place. Et du coup, on passait finalement beaucoup plus de temps à prévenir la blessure plutôt que de la soigner une fois qu'elle était arrivée. Maintenant, on pourrait se dire qu'à l'amateur et justement en sortie du marathon de Paris, on pourrait se dire que voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais finalement, quand on voit toute l'exigence qu'est la préparation d'un marathon et tout ce que peut engendrer les sacrifices d'un marathon, si on construit les fondations de notre préparation au marathon, il y a bien évidemment le passage chez le kiné, le passage chez un ostéo, le passage chez un médecin, ou en tout cas le suivi global que peut engendrer la préparation d'un marathon. J'aurais tendance à dire qu'il faudrait déjà commencer par tout cet aspect préventif plutôt que d'avoir l'envie de finir ce marathon. Et généralement, les gens quand même qui se sont lancés dans cette aventure-là, ils sont quand même dans une optique plutôt de finir le marathon, pas forcément de la moins bonne des manières. Et je pense que ceux qu'on va récupérer cette semaine au cabinet, ça sera peut-être ceux justement qui manquaient d'expérience à ce niveau-là et qui ont peut-être encore des choses ou des conseils qu'on pourrait leur prodiguer dans une optique de ne pas finir un marathon complètement cassé et complètement fracassé. Alors sur un plan ostéo, je pense qu'on peut aller consulter librement un praticien, diététicien également, podologue également. Kiné, est-ce qu'on peut venir te voir sans avoir de prescription médicale? Moi, je me rappelle il y a quelques années avoir eu un problème à la cheville. Je voulais aller voir directement mon kiné pour qu'il puisse très rapidement, après la blessure, mettre en place le protocole de soins. On m'a fait repasser par la case médecin généraliste, les clichés radio, IRM et autres, avant d'arriver sur le kiné. Et il se passe un laps de temps de 15 jours, 3 semaines avant de pouvoir attaquer les soins. En tant que sportif amateur, c'est compliqué quand on veut mettre en place des choses aussi rapidement que pourraient le faire les sportifs professionnels qui ont le staff, eux, à portée de chaussures. C'est vrai, tu soulèves c'est un vrai problème de santé publique finalement, hein. On se rend compte que voilà, il y a le jour de la blessure chez un amateur, on rentre dans un espèce de cycle vicieux avec le passage parfois aux urgences, parfois chez un médecin généraliste qui lui-même réoriente vers un médecin du sport, qui lui-même réoriente vers un examen complémentaire et avec parfois une perte de temps énorme. Et c'est un fonctionnement pour l'instant voilà, de notre système de santé. Après, pour revenir à nous, notre activité, c'est vrai qu'on essaye, parce qu'on a des médecins dans notre structure et qu'ils sont assez réactifs, on essaye voilà, de se rendre assez disponible et assez réactif à ce sujet. Et on aime quand même respecter ce fonctionnement-là, en tout cas chez nous, voilà, d'avoir un diagnostic initial qui est posé par le médecin. Et par contre, derrière, avoir la réactivité nécessaire. Si nous, en tant que kiné, on doit tout de suite derrière intervenir et on doit, effectivement, tu parlais d'une entorse de cheville, on se rend de plus en plus compte que les entorses de cheville sont mal traitées, ont mal été diagnostiquées initialement et que cette perte de temps-là peut être préjudiciable pour la suite. Mais on se rend compte aussi qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, par rapport au temps que prend le cercle vicieux dont on discutait juste avant, certaines personnes perdent patience tout simplement et finalement finissent par s'auto-guérir ou s'auto-traiter avec un peu de chance, très bien, mais aussi avec parfois c'est des chances de récidive qui peuvent être importantes par la suite. Et effectivement, c'est une vraie question que tu soulèves, Sébastien. Mais en tout cas, dans notre structure, voilà, le fonctionnement, on essaye d'être réactif, on essaye d'avoir des médecins assez disponibles, et nous derrière de se rendre assez réactifs aussi. Et parfois même, on est en première ligne. Certains patients qu'on a l'habitude de voir viennent nous consulter, et on a maintenant, avec les moyens qu'on dispose, des méthodes qui nous permettent de bilanter assez rapidement. Mais on aime quand même par la suite assez rapidement s'appuyer quand même sur un diagnostic ou sur une imagerie avec un médecin qui viendrait confirmer le bilan initial qu'on a pu effectuer sur la blessure. Bruno, de ton côté, toi qui as brillé sous le maillot tricolore avec sans doute un staff qui était autour de toi pour te prendre en charge, est-ce que tu as cette vision que nous raconte Maxime sur cette prise en charge des patients dans ton quotidien, si tu as été toi-même blessé sur ta pratique récente de la course à pied? Oui, moi je partage complètement
la vision de Maxime. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là tous les trois. C'est parce que j'ai complètement adhéré à sa façon de soigner. J'ai complètement adhéré à sa façon de voir la kiné. Moi qui suis un vieux fossile après plus de 50 ans de course à pied en compétition, j'ai vu l'évolution de la kiné, et effectivement, je pense que ce que les gens qui nous écoutent doivent retenir aujourd'hui, c'est que maintenant c'est plus simplement un médecin qui fait un diagnostic, j'ai une tendinite, je vais vous donner 10 séances de kiné, vous allez voir, ça va passer. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a une approche qui est complètement différente. Mais pour revenir à ce que disait Maxime, pour moi, ce que j'essaye de partager dans mon approche d'entraînement et avec les gens qui s'adressent à moi, c'est cette notion de, moi j'ai été champion du monde, mais on peut tous devenir champion du monde de soi-même. Et moi, si je peux aider les gens à être champion du monde d'eux-mêmes, je suis le plus heureux des entraîneurs. Et pour être champion du monde, il faut s'entourer, d'une équipe. Et c'est pas parce qu'on fait 5 heures au marathon de Paris, 5h30, 4 heures, peu importe d'ailleurs le temps, qu'on doit pas s'entourer. Donc moi, je dis aux gens, comme les champions que Maxime accompagne, comme les champions que moi j'ai entraînés ou que j'entraîne, entourez-vous d'une équipe et adressez-vous à des professionnels qui soient compétents. Souvent, dans le cadre des échanges que j'ai avec les gens, ils me demandent des conseils. Moi, je leur dis que je ne suis pas professionnel de santé, mais je leur dis, adressez-vous à un médecin du sport qui connaît les sportifs, qui voit des sportifs. S'il fait de la course à pied, c'est mieux, parce que au moins il va ressentir ce que vous ressentez. Adressez-vous à un kiné du sport. Voilà. Donc on est complètement là-dedans. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on peut faire passer aux gens qui nous écoutent, c'est d'essayer de s'entourer dans la mesure du possible. Parce que dans les échanges que j'ai, souvent les gens me disent, mais moi j'ai pas de ressources à proximité, j'ai pas de ressources disponibles, il y a pas forcément un médecin qui va être en capacité de s'occuper de moi, ou peut-être que le médecin du sport, l'agenda de Maxime, il est blindé, hein. Faut pas se mentir. Quand on a un professionnel compétent, il est blindé de rendez-vous, c'est compliqué de l'avoir. Maxime, je l'ai rappelé 20 fois avant qu'il m'appelle. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais je plaisante, mais voilà, c'est donc et souvent les gens sont un peu démunis par rapport à ça. Donc moi, je sais qu'autour de Reims, oui, on a des ressources, on a tout ce qu'il faut, mais j'essaie d'expliquer aux gens, essayez de trouver autour de chez vous des gens qui soient dans cette démarche et qui soient capables de vous proposer vraiment des services, des prestations à la hauteur, et qui soient en capacité de vous donner le bon diagnostic. Je rebondis sur ce que voulait dire Bruno, c'est qu'effectivement, on est aussi maintenant dans nos environnements respectifs très pressés par le temps, et le sport le plus facilement accessible, c'est la course à pied. On met une paire de baskets, on part courir. C'est pas parce qu'on est sportif amateur qu'on peut pas s'entourer, et justement, ça, pour moi, ça a encore plus de sens, parce que 50% des blessures viennent souvent d'un mauvais entraînement ou d'une surcharge d'entraînement, d'une mauvaise gestion, et finalement s'entourer et s'accompagner assez facilement, en fait, démarrer par les bases, par les fondations, il est finalement assez facile de pouvoir s'entourer, d'avoir des conseils assez rapidement chez un professionnel de santé, que ce soit un médecin, un ostéo, un kiné, de manière à démarrer son activité avec des bases solides, dans une optique justement de ne pas se blesser derrière. Ouais, j'aime bien cette notion de base solide, puisque je l'emploie. Sébastien, tu le sais, on en parle souvent, hein, les bases, les fondations, hein, construire des bases et des fondations solides pour que la maison après elle tienne le coup. Et je crois que c'est vraiment le discours que j'aimerais vraiment répéter aujourd'hui, c'est que c'est pas une question de niveau de performance, et que, comme le disait Sébastien, moi je le répète souvent, entraîner un athlète de haut niveau, c'est facile, ils se connaissent par cœur. Enfin vraiment, c'est facile, c'est fluide. Et voilà, c'est ce que disait Maxime. Encadrer des sportifs professionnels en cyclisme, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est des pros. Mais justement, là où c'est passionnant et là où il faut essayer de qu'on puisse apporter nos compétences, c'est de dire aux gens, ce n'est pas parce que vous jugez que vous n'êtes pas des sportifs professionnels, c'est pas parce que vous jugez que vous êtes des sportifs entre guillemets du dimanche que vous devez négliger toute cette partie qui est soi-disant réservée aux professionnels, et en fait non, pas du tout. Vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, vous avez une charge de travail, vous avez un agenda qui est hyper chargé. À raison de plus, le sportif de haut niveau, il a que ça à faire du matin au soir. Moi, quand j'étais en stage, je faisais 2 fois plus d'entraînement que quand je bossais, parce que forcément, on n'a que ça à faire, on n'a que ça à se préoccuper.
vous êtes des gens qui avaient un quotidien chargé, ben justement, raison de plus pour faire appel à un entraîneur compétent, raison de plus pour faire appel à des professionnels de santé compétents qui vous apporteront les bonnes réponses. Qu'est-ce qui, Maxime, aujourd'hui, peut, malgré toute cette prévention que Bruno peut mettre en place dans son entraînement, cette prévention que tu vas mettre, toi, auprès des personnes qui viennent à toi, comment on explique qu'il y a encore des coureurs, des sportifs blessés, alors que on sait, entre guillemets, quelles sont les bonnes pratiques. On sait justement ce qu'il faut faire pour ne pas se blesser. Qu'est-ce qui conduit un coureur à la blessure? Tu en as parlé un petit peu sur cette charge d'entraînement vraiment trop intense, peut-être trop forte à un moment donné. Est-ce que tu as d'autres conseils à transmettre pour nos auditeurs, parce que ils veulent des infos concrètes pour limiter et éloigner au maximum cette blessure de leur pratique? Ouais, c'est vrai, mais il y a une statistique, c'est pas moi qui la sors, c'est qu'il y a une blessure sur deux qui vient d'un mauvais entraînement, d'une surcharge d'entraînement, d'une mauvaise gestion de sa charge d'entraînement. On parlait tout simplement d'un retour de marathon, sans même parler de l'individu, c'est-à-dire de sa capacité musculaire, de ses prédispositions, on va dire génétiques, et de son aptitude à encaisser les efforts. On sait déjà qu'on a une blessure sur deux qui viennent d'une surcharge d'entraînement ou d'une mauvaise gestion de la charge d'entraînement. Et ça, pour le coup, Bruno y répondra mieux que moi. Et ça, en fait, tout simplement, c'est déjà des conseils que nous, on peut donner de manière très simple. Et même si les gens sont souvent au courant, quand on leur dessine sur une courbe très simple et qu'on leur montre que il y a encore 2 mois, ils couraient 10 km par semaine et que maintenant ils sont à 60 km par semaine, le corps tout simplement ne s'est pas adapté. Le corps a besoin d'adaptation et c'est souvent là la zone de blessure. Donc ça, c'est déjà des premiers conseils que nous on peut donner en tant que thérapeute, mais bien sûr des spécialistes comme Bruno en parleront mieux que nous. Et après derrière, dans notre domaine à nous, on sait aussi que la course à pied, c'est pas quelque chose non plus qui est naturel. L'être humain se met debout quand il est enfant et se met à courir de manière assez spontanée. On a tous des schémas moteurs, on a tous des aptitudes physiques, des prédispositions musculaires, et on n'est pas tous prédisposés à courir, on n'est pas tous prédisposés à ne pas se blesser ou au contraire à se blesser. Donc là-dessus, le kiné, on va dire moderne, orienté sport, à des choses justement concrètes à mettre en place, et c'est des choses qui sont dans notre cabinet maintenant assez accessibles et sur lequel on peut avoir un œil assez averti. Alors après, avec beaucoup de recul, j'ai pas la prétention de soigner 100% des blessures, mais effectivement l'évolution des méthodes et l'évolution de la recherche fait aussi que maintenant on a pas mal de paramètres sur lesquels on peut se reposer pour assurer en tout cas la prévention qui nous paraît la meilleure pour les athlètes qu'on suit à haut niveau, mais aussi à l'amateur. Bruno, sur cette charge d'entraînement bien calibrée ou pas assez justement précise, cette charge qui conduirait un sportif à se blesser, comment tu pourrais la redéfinir? Comment on peut facilement savoir que l'on est allé trop loin, que ça tire un peu de trop et que l'on va dans le mur avec cette potentielle blessure si on réduit pas le curseur? Oui, alors ça va peut-être paraître prétentieux ce que je vais dire, mais je suis rarement confronté à ça parce que justement, avec le principe de précaution, avec le principe de progressivité, avec le fait d'avoir des retours réguliers avec les athlètes et d'adapter en permanence la charge d'entraînement, on arrive rarement, pour ne pas dire jamais, à ce stade douloureux ou à ce stade de blessure. Si on est vraiment en relation avec l'athlète, si on a réfléchi à la charge d'entraînement en fonction du contexte spécifique du coureur, on n'entraîne pas quelqu'un qui est assis derrière une chaise de bureau, derrière un ordinateur, de la même manière que quelqu'un qui tient un marteau-piqueur pendant des heures. Alors je prends les exemples extrêmes forcément et caricaturaux, mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose d'ailleurs pour Maxime quand il reçoit un patient. Donc si on a vraiment de l'écoute et de l'échange, la charge d'entraînement, elle va être progressivement montée, adaptée aux sportifs, et on ne doit jamais arriver à ce stade de la douleur ou de la blessure, ou si ça apparaît, on va rectifier tout de suite. Et Dieu sait que moi, je suis dans des sports où parfois on entraîne des gens pour courir 100 km et 24 heures.
ce week-end, j'avais 2 personnes qui ont couru pendant 24 heures, des gens qui sont de parfaits amateurs. Donc là, la charge d'entraînement, elle est colossale au regard de l'effort à prévoir. Donc normalement, si le plan d'entraînement est bien construit, on ne devrait pas arriver à ce stade de la blessure. Et tout doit être fait, tout est fait. Moi, ma hantise, Maxime en parlait, ma hantise, c'est la blessure du coureur. Quand un coureur se blesse, je me sens responsable. Je prends cette part à moi en me disant, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Mais ce que j'aimerais bien dire, si on veut essayer de retenir les choses, j'aimerais vraiment que les gens se disent, et je le répète tout le temps, que la blessure n'arrive jamais par hasard. Une blessure, c'est qu'on a merdé quelque part. Maxime l'a dit au début, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est que la charge d'entraînement était trop importante. Souvent, la montée en charge trop rapide. C'est ça qui se passe. Hein. Le profil lambda, le profil du coureur, c'est ça. Hein. C'est je me mets à courir, je progresse très vite parce que forcément, quoi qu'on fasse, on va progresser. Et puis la charge d'entraînement augmente très très vite, beaucoup trop vite. Et puis voilà. Ces gens-là débarquent dans le cabinet de Maxime avec des périostites, avec des bandelettes tibiales, enfin bref, j'en passe et des meilleurs, et toute la panoplie des blessures que le coureur rencontre quand il brûle les étapes. Mais le problème aussi, c'est que souvent les gens pensent que courir, il n'y a pas besoin de plan d'entraînement, c'est simple, on peut le faire soi-même. Et c'est vrai que ça marche au début. Donc forcément, ces gens-là n'ont pas les connaissances pour que la charge d'entraînement soit adaptée. Hein. La charge d'entraînement, c'est quoi ? C'est une séance qu'on met en place et qui va provoquer des adaptations. En fait, nous, entraîneurs, on cherche toujours à provoquer des adaptations. Alors, si on fait une séance de VMA, on va chercher à améliorer la consommation maximale d'oxygène. C'est ça les adaptations qu'on recherche. Et l'idée de l'entraîneur, c'est de se dire toujours, est-ce que la séance que j'ai faite, elle a provoqué les adaptations nécessaires ? On va apprendre des critères de réalisation pour savoir si ça a marché ou pas. Et logiquement, cette charge, elle doit constamment être la bonne. Hein. On a parlé dans d'autres podcasts, de charge interne et de charge externe, en disant que la même séance appliquée à 20 coureurs ne provoquera pas les mêmes effets, voire même elle peut provoquer 20 fois des effets différents. Donc c'est ça aussi qui est important et qu'il faut retenir, c'est que l'entraînement, la séance en elle-même, ok, je fais une séance de 20 fois 30-30, mais quelles sont les adaptations que ça a provoqué réellement chez moi et dans mon organisme ? C'est ça la question en fait que l'entraîneur doit se poser en permanence. Maxime, cette relation que Bruno nous décrit avec son athlète, ces échanges que l'on va avoir entre le sportif et la personne qui l'accompagne, est-ce que tu l'as également, une forme d'alliance un petit peu thérapeutique entre ton patient et toi qui es le praticien ? Est-ce que c'est vraiment un pacte que vous allez mettre en place ? Toi, tu donnes des consignes, le patient va également avoir peut-être un petit bout de chemin à faire pour que tous les deux, ça puisse matcher ? Oui, bien sûr, tu as raison. Après, c'est une fois de plus, j'ai pas cette prétention de pouvoir assurer au patient de soigner à 100% sa blessure. Maintenant, effectivement, avec les moyens qu'on a, les méthodes qu'on a, on peut quand même maintenant aider de la meilleure des manières le patient. Il faut aussi que ce patient-là, on le rende acteur et surtout qu'il comprenne pourquoi on l'amène vers ça, pourquoi on lui propose cette rééducation-là. Mais ça, on le voit aussi à haut niveau, c'est-à-dire que les athlètes, ils ont besoin de comprendre ça, ils ont besoin de comprendre pourquoi on leur propose cet exercice-là et un patient, un amateur qui va courir 10 kilomètres, je pense que c'est important aussi qu'il comprenne pourquoi on lui fait faire ça et l'intérêt que ça a pour lui. Et parfois, on a toujours l'impression que ces conseils-là sont réservés essentiellement à haut niveau, mais finalement, pourquoi pas aussi à l'amateur et pourquoi pas profiter de certaines choses qui sont assez simples et assez faciles à mettre en place. On parlait aussi de la prise en charge pluridisciplinaire. J'ai eu la chance de travailler avec un médecin au Stade de Reims qui disait toujours je suis pas le meilleur des médecins, par contre je m'assure d'avoir autour de moi un réseau qui sera le meilleur possible. Et je trouve que le kiné moderne aussi, entre guillemets, pour le citer comme ça, ça rentre dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que certaines problématiques ou certains axes sur lesquels je vais me sentir un peu moins à l'aise, il faut pas hésiter à justement à orienter ou justement à venir ajuster. Par exemple,
pour rentrer dans un exemple très concret, quelqu'un qui aurait des tendinopathies chroniques et qui dans ma partie kiné serait entre guillemets dans les clous et où pour moi le travail est fait. Mais par contre, qui a une alimentation au travers des échanges, au travers des discussions qu'on peut avoir, qui me semblent pas forcément adaptées à sa pratique. Il faut surtout pas avoir peur de le réorienter vers ça. Et justement, c'est des choses avec lesquelles je peux parler avec lui. J'ai envie de lui faire comprendre le message. J'ai envie qu'il comprenne pourquoi je veux l'orienter vers cette personne-là. Mais je vais pas m'inventer nutritionniste ou je vais pas m'inventer diététicien. Pour ça, il faut pas hésiter à en fonction des axes ou des prédispositions et si on se cantonne tout simplement à la phase kiné et dire je vais renforcer mon pied, je vais modifier ma cadence, je vais renforcer mes fessiers, je vais axer tel ou type de travail et que finalement ce patient-là a toujours des douleurs qui persistent. Il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et avoir ce réseau et qui permet justement de réorienter aussi assez facilement et de manière à en fait sortir le patient de sa blessure. Et justement, pour revenir à ta question initiale, ce pacte qu'on s'était fixé en début de traitement, moi mon idée c'est celle-ci, c'est de voir le patient le moins de fois possible et surtout qu'il guérisse le plus rapidement possible. Donc si dans ma partie à moi je peux l'aider, bien évidemment que je vais tout faire pour l'aider, et si je dois m'aider d'autres professionnels de santé pour que notre pacte aille au bout, j'hésiterai pas une seule seconde. Est-ce que tu pourrais définir, parce qu'on ne l'a pas fait depuis ce début d'épisode, ce que tu entends toi par blessure? Et Bruno nous donnera également sa définition. Bruno parlait de charge interne, de charge externe. Effectivement, on a tous des prédispositions à la blessure. Et pour moi, la blessure, elle intervient lorsque la charge extérieure qu'on va venir appliquer sur une structure, qu'elle soit articulaire, osseuse, tendineuse, ligamentaire, va être trop importante par rapport à ce que l'individu est capable de supporter ou est capable de digérer. On parlait de course à pied, l'arrivée très simple d'une périostite. Cette blessure-là, c'est souvent une charge qui a été trop importante à un moment donné. L'athlète ressent une gêne à un endroit précis et là, on peut commencer à parler de blessure à ce moment-là. Cette charge-là, elle est différente à tout le monde puisque chacun a des adaptations particulières, chacun a des prédispositions à. La blessure, finalement, reste assez individuelle. Un athlète, Bruno en parlait tout à l'heure, sur 20 athlètes, certains vont avoir plus de prédisposition à telle blessure et d'autres vont avoir plus de prédisposition à une autre blessure. Donc elle est finalement différente en fonction de l'individu et pour ça, je pense qu'il faut aussi sortir de ce cadre-là. On peut pas mettre tout le monde dans le même schéma et dire vous avez telle blessure, donc c'est forcément l'origine c'est celle-ci ou l'origine c'est celle-ci ou c'est forcément cette blessure-là. Chacun est différent. Il faut maintenant individualiser de plus en plus. C'est aussi important de fonctionner comme ça, pas mettre tout le monde dans les mêmes cases et poser le beau diagnostic initialement pour justement pas se tromper dans la suite de la rééducation. Bruno, de ton côté, quelle serait la définition de la blessure, même si on a compris, tu la mets loin, c'est la hantise du coach avec un plan d'entraînement calibré, individualisé. On l'a déjà dit, on va potentiellement limiter grandement l'arrivée de ces bobos et de ces blessures. Ouais, écoute Seb, je crois que tu as utilisé le terme de limite. Je pense que pour moi, la blessure, c'est quand on a justement atteint et dépassé les limites de ce que l'organisme est en capacité de supporter. Maxime vient de le dire, on est tous différents, donc la blessure pour l'un n'est pas la blessure pour l'autre. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la limite. Après, il y a différents types de blessures. Je suis pas professionnel, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais je me rappelle d'une phrase que disait Nicolas Morel, qui fait partie des médecins auxquels moi je fais appel quand j'ai des petits bobos ou quand il faut donner une recommandation, qui me disait cette douleur-là, j'adorais cette phrase et je pense que c'est rigolo de la replacer maintenant. Cette douleur-là, il faut la traiter avec mépris. J'aimais bien cette phrase, je trouvais ça très très drôle. Je pense qu'il y a différents types de douleurs et ça, Maxime l'expliquera mieux que moi. Il y a des douleurs qui ne nécessitent pas forcément qu'on s'arrête parce que physiologiquement, c'est pas forcément le meilleur traitement. Il y a des douleurs qui nécessitent qu'on s'arrête immédiatement. Et là encore, seul un professionnel de santé compétent
expert pourrait dire si cette douleur-là doit signifier la fin de la pratique ou si cette douleur-là doit signifier qu'on peut continuer à pratiquer. Moi, j'ai toujours un peu tendance dans les échanges que j'ai avec les athlètes que j'accompagne, quand la personne me dit le médecin m'a dit de me mettre au repos, souvent je pense et je leur dis c'est pas un médecin du sport que vous avez vu. Ah ben non, c'est mon médecin traitant. J'ai rien contre les médecins traitants, mais les médecins traitants n'ont pas toujours voilà le bon diagnostic. Alors je vais peut-être pas me faire des amis, tant pis, mais en tout cas voilà, c'est la blessure, c'est quelque chose qui est quand même très relatif et avant de dire stop, avant de dire je continue ou j'arrête, ayons le bon diagnostic. Moi, j'aime bien quand Maxime il me dit que je peux continuer à pratiquer, j'adore. Mais parfois, quand on me dit qu'il faut arrêter complètement la pratique, j'écoute le professionnel. Mais comme l'a dit Maxime, il faut que ça ait du sens. Il faut rendre la personne actrice de ce qu'elle fait. Et quand ça a du sens, mais c'est comme comme une séance d'entraînement, comme nous, Seb, quand on s'adresse à nos élèves, quand on donne du sens aux choses, on fait. Voilà. Donc le kiné, il a aussi cette aptitude, le bon kiné, il a aussi cette aptitude à donner du sens aux choses, à expliquer pour que derrière, on mette en place les bonnes pratiques. Maxime, tu dois redonner le sourire à des coureurs à pied quand tu leur dis « mais non, vous êtes blessé, mais vous allez pouvoir continuer à courir ». Est-ce que c'est leur grande crainte quand ils passent la porte de ton cabinet, se dire « bon bah là, je mets une croix sur les chaussures et je vais être à côté de mes pompes justement pendant une période peut-être indéterminée ». Est-ce qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui révolutionne et dépoussière un petit peu la vision du kiné, c'est de se dire « on va pouvoir continuer à pratiquer soit avec une intensité différente, avec un temps réduit, ou peut-être sur un sport transfert tel que la natation, le vélo ou d'autres choses. » Comment tu les accueilles et est-ce qu'on peut les rassurer à l'idée de venir pousser la porte d'un cabinet? Ils vont pouvoir peut-être continuer à bouger et à être en mouvement. Non, bien évidemment, Sébastien, tu as raison. Et effectivement, on est sur... L'idée, c'est de pas arrêter le patient. Hein. Alors bien évidemment, on a des red flags, on a des drapeaux rouges sur lesquels on s'appuie, sur lesquels là, on est obligé de faire stopper l'athlète, on est obligé de faire stopper le patient. Voilà, une fracture de fatigue. C'est souvent le meilleur exemple. Hein. Voilà, on est sur des grosses prédispositions à prendre. Après, quand on parle d'arrêt sur une fracture de fatigue, d'arrêt de la course à pied, ça veut pas dire arrêt du sport. Tu parlais de l'exemple de la natation, tu parlais de l'exemple du vélo, qui sont des sports en décharge, qui sont justement aussi excellents dans une optique de préserver tout l'aspect cardiovasculaire, mais aussi de préserver certaines aptitudes physiques, préserver un certain capital musculaire. Je suis assez ouvert justement à cette discussion-là et arrêter un athlète, hormis les drapeaux rouges dont on parlait tout à l'heure, pour moi c'est du non-sens, c'est le faire reculer, c'est le faire freiner et bien évidemment avec un suivi, des méthodes et un questionnement à chaque séance, il est très facile de faire continuer finalement un athlète en gérant peut-être l'intensité, en le faisant changer l'espace de quelques jours de sport. Il est très facile de faire continuer un coureur à pied malgré sa blessure. Donc le travail de kinésithérapie pour le patient se poursuit en dehors de ton cabinet. Tu le disais, hein, je le vois un temps relativement limité. Ensuite, tu vas prescrire peut-être un plan d'entraînement, un retour à une pratique beaucoup plus habituelle en éliminant petit à petit cette blessure pour laquelle la personne est venue te voir. Oui, c'est ça. En fait, on essaye déjà initialement de bien bilanter, de pas se tromper sur l'origine de la blessure. Voilà, il y a un endroit particulier où l'athlète s'est blessé, mais il faut voir un peu plus, ouvrir un petit peu. Hein. Il faut aller voir de manière un petit peu plus globale, un petit peu plus générale. En Suisse, pour les citer, François Fourchet, qui travaille dans une clinique en Suisse, ont une manière de fonctionner qui est la suivante, c'est-à-dire que effectivement ils ont le diagnostic d'une blessure, ils sont blessés à cet endroit-là, mais finalement ce qui les intéresse c'est pourquoi l'athlète s'est blessé et ils vont plutôt en fait au travers leur bilan initial qui est très bon, détecter des faillances, des points faibles et justement remettre à niveau justement ces différents points faibles et
dans une optique justement de venir peut-être dans un travail de fond se rendre compte que l'origine du problème était peut-être un peu plus global finalement et on se rend compte que voilà sur ces remises à niveau et sur ces ajustements qu'on peut faire sur le patient souvent on retrouve des résultats assez spectaculaires et assez rapides et à partir du moment où le patient l'a bien compris, l'a bien intégré, qu'il a compris que les exercices qu'on lui avait donnés ou que certains axes de travail étaient importants pour lui, on l'invite dans sa semaine à essayer de trouver un moment, voilà, en fonction de son agenda, justement pour venir travailler ces faiblesses-là, pour venir travailler ses points faibles, et dans une optique de diminuer sa blessure, voire même de la faire disparaître, et de manière à aussi la prévenir, parce que si le point d'entrée venait de ces différents points de faiblesse-là, et qu'il les a corrigés et qu'il a compris pourquoi il devait les corriger. Généralement, il va y prendre goût. Il va aussi garder un certain entretien, que ce soit quotidien, mensuel ou même sur l'année, et qui normalement doit lui permettre de prévenir cette blessure. Donc, une fois de plus, je trouve que c'est toujours intéressant de bien discuter, de bien échanger et de rendre le patient acteur et de lui proposer des choses aussi en dehors du contexte cabinet à faire à la maison, parce que s'il a compris ça, il va vite se rendre compte qu'il se blessera moins, ou en tout cas qu'il aura moins de chances de se blesser, et il finira par y trouver ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure pour pouvoir travailler ça sur la semaine ou sur le mois. Donc effectivement, c'est la kiné telle qu'on pouvait l'avoir à une certaine époque peut changer aussi sur cet aspect-là. C'est moi, moins je vois les gens au cabinet et plus vite ils sont remis sur pied, plus je suis content pour eux et mieux le job a été fait. Donc des séances à rallonge sur certaines pathologies, parfois c'est vrai que ça peut poser problématique et ça pourrait poser question sur vraiment le fonctionnement de notre métier, mais je pense que les nouvelles générations pensent de plus en plus comme je viens de l'expliquer, et je pense qu'il faut tendre vers ça. Je pense qu'il faut voilà, il faut discuter, échanger, essayer d'amener les patients le plus possible vers cette faudrait que j'arrive à trouver le bon terme, mais en fait qui est une certaine autodiscipline. C'est une autonomie en fait. C'est ça, une certaine autonomie, une certaine autodiscipline, autonomie, et qui justement leur permet en fait d'éviter de venir nous voir trop souvent finalement, trop souvent. Oui, alors moi je suis un cas d'école. Maxime va l'expliquer bien mieux que moi, de ce coureur borné qui veut faire des bornes et qui en fait veut consacrer l'essentiel de son temps à courir. On aime courir, c'est bien. Moi, j'ai une tendinite d'ischio et puis j'ai des problèmes un peu que tous les coureurs à pied ont, le fameux syndrome du piriforme, du pyramidal. Enfin bref, je vais pas m'étendre, Maxime l'expliquera mieux que moi, mais la façon dont il m'a expliqué les choses dans la prise en charge de ce problème vraiment spécifique au coureur à pied, je pense elle est très intéressante. Et Maxime, bon, je vais laisser la parole à Maxime pour expliquer beaucoup mieux que moi toute cette mise en place, mais j'ai compris grâce à lui que justement il s'agit pas d'arriver, j'ai mal à la fesse, je soigne la fesse, je m'en vais, ça y est, c'est miraculeux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a toute une prise en charge autour. Il y a plein de choses qu'on ignore, de masse musculaire, de choses qui sont mises en jeu dans une course, dans un mouvement de course à pied, et que on doit être en mesure de travailler aussi pour une harmonie complète. De la chaîne musculaire en question. Alors, je laisse la parole à Maxime parce que la façon dont il a traité ou dont il traite encore d'ailleurs ce problème qui est un problème que tous les coureurs à pied ont ou presque est intéressante à mon avis pour illustrer justement cette kiné moderne. Ouais, après je vais essayer d'être, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là, mais en fait, si on la plupart du temps, le coureur à pied il met sa paire de baskets dont on en parlait tout à l'heure et il part courir, et la course à pied est en fait finalement 100% de son activité. Maintenant, on se rend de plus en plus compte qu'il y a énormément de paramètres qui interviennent, et dans notre domaine kiné à nous, on va souvent s'intéresser aux mobilités articulaires qui ont énormément de sens, et on va s'intéresser aussi de plus en plus au niveau de force.
au niveau de force des groupes musculaires, qui, voilà, si on doit un petit peu schématiser, si on doit caricaturer, finalement, c'est les niveaux de force de nos muscles, c'est notre batterie de téléphone. Et plus notre batterie est chargée à 100%, plus ces muscles sont chargés à 100%, plus ils protégeront notre squelette, plus ils protégeront nos articulations, et plus le corps pourra aller loin dans l'effort. D'un point de vue global, général, pour revenir à Bruno, qui est un coureur, voilà, comme le sont souvent les coureurs à pied, très borné, et il court énormément, et finalement un peu moins de temps est laissé à toute cette prévention et à ce développement de la mobilité articulaire, à cet entretien de ces niveaux de force musculaire. Et justement, ça a énormément de sens maintenant de courir parfois un peu moins, et par contre d'essayer de travailler un petit peu plus ces axes-là, justement dans une optique d'éviter de se blesser, dans une optique de parfois remettre à niveau ces niveaux de force. Et par exemple, Bruno parlait de sa blessure sur syndrome du piriforme, qui est une pathologie assez reconnue et assez connue dans la course à pied. Elle est souvent multifactorielle, et on pourrait aller directement sur ce muscle piriforme et s'attacher à le détendre, à l'étirer, à l'assouplir, à lui redonner de la mobilité. Mais faut aller au-delà de ça, parce que dans cette zone-là, il y a un réseau vasculaire qui passe, il y a un réseau nerveux qui passe, il y a aussi d'autres groupes musculaires qui interviennent, il y a aussi une façon de courir qui intervient, certaines restrictions de mobilité articulaire pourraient aussi venir être responsables de ces problématiques-là, et que finalement s'intéresser uniquement au local, à l'endroit où il s'est blessé, pourrait presque maintenant faire non-sens, puisqu'on se rend compte souvent que la douleur peut venir d'au-dessus ou d'en dessous, ou peut venir des structures musculaires qui sont autour, ou même parfois tout simplement d'une mauvaise arrivée, d'un trajet nerveux, ou tout simplement d'une mauvaise vascularisation. Et donc avoir toute cette prise en charge globale et cette image voilà de chaîne musculaire et d'ensemble d'organes qui fonctionnent en même temps a tout son sens. Et on a des moyens maintenant sur les kinés avec des dynamomètres, des plateformes de force, de tester justement l'isocinétisme aussi nous permet aussi de tester nos niveaux de force, des tests très simples comme les FMS pour justement tester les mobilités articulaires. Et ça, pour le coup, chaque être humain a certaines amplitudes à respecter. Et quand ces amplitudes-là articulaires sont bien respectées, et quand les niveaux de force souvent sont bons, on réduit quand même considérablement nos risques de blessure. Il y a un petit côté préparation physique derrière ce travail du kiné en cabinet, avec on porte une attention quand même sur la force, sur la mobilité. Est-ce que ça nécessite un passage pour tes patients vers une salle de sport, ou est-ce qu'au poids de corps, on peut déjà faire travailler ces athlètes qui sont en situation de blessure sur quelques semaines, voire de le garder à terme avec ce besoin de mobilité, et de l'intégrer dans l'entraînement, et de ne pas forcément vouloir courir à tout prix, de se diversifier et de voir un petit peu ce qui se passe à côté comme autre sport pour renforcer sa structure corporelle. Ça peut être le bon choix. Ouais, tu as raison. Un exemple très concret, au vélo, par exemple, on se rend compte que, comme c'est un sport porté, au niveau de leur densité osseuse, ils ont parfois des os un petit peu plus fragiles que les autres, et on se rend compte que sur certaines chutes, ça casse de manière beaucoup plus rapidement, et justement de les faire courir, de mettre de l'impact justement sur ces structures osseuses permet justement de rendre les os plus forts, mais aussi les structures articulaires, les structures musculaires qui les entourent. Et pour revenir à un contexte un peu plus global et général, effectivement, grâce à maintenant aux moyens qu'on a pour tester ces niveaux de force, bien évidemment, si on s'est rendu compte que les niveaux étaient faibles, parce que maintenant on a des normes qui sortent par rapport au poids de l'athlète, par rapport à son activité aussi. On a la chance d'avoir des moyens maintenant qui nous permettent d'être beaucoup plus précis. Et on essaye déjà de remettre entre guillemets à niveau ces niveaux de force par rapport à l'activité pratiquée. Donc tu parlais par exemple, Sébastien, du poids de corps.
voilà, effectivement, le poids de corps pourrait être quelque chose qui pourrait déjà être un bon début de travail. Maintenant, on se rend de plus en plus compte que il faut aussi aller au-delà du poids de corps, que pour développer de la force, il faut justement commencer à mettre un poids beaucoup plus conséquent que par rapport à son propre poids de corps. Bien évidemment, voilà, tout ça se régule, tout ça se gère par rapport à un certain nombre de séries, un certain nombre de temps de repos, un contrôle aussi du mouvement et de l'exercice lui-même. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que il y a énormément de liens avec les préparateurs physiques. Hein. On a une activité qui est assez commune. On a énormément d'attaches en fait et de points de compétences qui sont en commun. Mais un kiné, hein, s'il a été formé à ça, s'il a un œil attentif à ça, peut déjà être un premier relais pour développer ça et pour venir corriger justement ces points faibles là, et sans forcément faire appel dans un second temps à un préparateur physique, d'être déjà bien bilanté, d'avoir décelé ses points de faiblesse et d'avoir les exercices qui nous permettent de corriger ça. Un kiné orienté sport doit être capable de ça, doit être capable de gérer ces aspects-là. On l'évoquait tout à l'heure, hein, le métier de masseur kinésithérapeute. Aujourd'hui, est-ce que tu pratiques encore cette thérapie manuelle? Je dirais qu'il y a eu 2 ou 3 évolutions dans ce métier de la kinésithérapie, avec les kinés à l'ancienne qui nous mettaient sur les tables un peu d'huile sur les mains et en avant pour martyriser et triturer les muscles. Et après, il y a eu toute cette génération avec les ultrasons, les ondes de choc, la cryothérapie, l'électrostimulation. Aujourd'hui, tu te sers peut-être un petit peu de ces différents outils-là. Il y a une approche beaucoup plus fine et personnalisée, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais, effectivement, mais il y a même 2 courants hein, qui se séparent maintenant sur la jeune génération. Il y a même un courant qui est assez extrémiste, c'est-à-dire que certains jugent qu'il ne faut même plus toucher le patient et que voilà, avec un programme bien établi et des exercices bien définis, on doit être capable de soigner les blessures. Et inversement, il y a aussi cette ancienne génération dont tu parlais, qui elle était beaucoup plus manuelle, beaucoup plus dans le toucher, beaucoup plus dans le ressenti. Pour moi, en fait, qui a répondu dans ta question, c'est un juste milieu à trouver entre ces 2 aspects-là. C'est une trousse à outils. On a énormément d'éléments maintenant qui nous permettent de traiter nos patients. Il faut effectuer un bilan qui est le plus précis possible initialement. Et ensuite, sous un fonctionnement de système un petit peu entonnoir, affiner le diagnostic, et une fois que la pathologie est bien définie et qu'on a établi un petit peu le protocole, se servir dans ce protocole-là des différents outils dont on a besoin pour traiter le patient. Donc ça peut être tout simplement du travail sur table, de la thérapie manuelle, ça peut être des outils, tu parlais d'électrostimulation, l'électrostimulation effectivement, en fonction de la façon dont tu l'utilises, elle peut avoir encore parfois tout son sens, notamment dans ces histoires d'AMI sur les ligaments croisés. Mais on peut aussi utiliser d'autres méthodes qui, eux, vont être un petit peu plus orientés préparation physique, mais où là, pour le coup, on aura moins touché le patient. Mais pour moi, chaque cas est différent, et en fonction du bilan, en fonction du diagnostic, s'il a bien été effectué, s'il a bien été posé, il y a forcément un moment donné où on va devoir toucher le patient et on va devoir certainement intervenir sur lui, parce que la main du kiné reste pour moi indispensable et reste quelque chose de très important, et il faut continuer à développer ça, mais en ayant cette ouverture d'esprit et en ayant cette idée aussi que parfois voilà, l'athlète ou le patient devra sortir de la table et justement bouger un petit peu par lui-même, parce que il rentre pas dans ce processus-là, on aura peut-être solutionné une partie du problème sur la table, mais on n'aura pas solutionné le problème de fond. Et pour moi, une fois de plus, tout est encore une question d'explication. Et si le patient l'a bien compris, parfois, on peut prendre l'exemple de Bruno. Hein, ça m'arrive de lui dire, écoute, Bruno, aujourd'hui, je te verrai pas sur la table. Par contre, on va partir sur tel travail. Et inversement, lui dire, écoute, Bruno, par rapport à ton ressenti, par rapport à ce que tu viens de me dire aujourd'hui, je pense que c'est moi qui vais bosser, entre guillemets, et on va passer un peu plus de temps sur la table aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, faut trouver un juste milieu entre ça. Il faut rester assez ouvert,
ce qui se faisait à l'époque. Il y a encore des choses qui sont très bonnes. Dans les nouveautés, comme le sont toutes les nouveautés, il y a des choses qui sont très bonnes aussi, mais il y a aussi des choses qui sont moins bonnes. Donc, faut garder une certaine ouverture d'esprit et puis se faire sa propre recette et venir piocher un petit peu dans toutes ces techniques. Je pense que si on si on a cette façon de fonctionner là, je pense qu'on solutionne une partie des problèmes. Pas tous, parce qu'on n'est pas des magiciens, mais en tout cas, on peut aider le patient. On peut aider le patient, ça c'est sûr et certain. Mais il faut qu'il y ait quand même une transparence. On parlait de cette alliance thérapeutique entre le kiné et l'athlète. Si l'athlète te dit Maxime, là je comprends pas, je suis blessé, j'ai mal partout, et tu lui dis qu'est-ce que tu as changé? Il te dit rien, et au fil de la conversation, au fil de ce bilan, tu t'aperçois qu'il a passé une quinzaine de jours en montagne, qu'il a fait du dénivelé, alors qu'il vient, comme moi, d'une région aussi plate que la table dans le Loiret. Là, il faut que la personne en face, elle te dise la vérité. Enfin, faut qu'il y ait quand même un discours de confiance et que la personne ne vienne pas te cacher certains éléments ou que tu te rendes compte en allant sur Strava que cette personne-là a réalisé de nombreuses courses et que son volume a été augmenté de façon très très importante. C'est peut-être là la difficulté de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux, et est-ce que la personne te dit vraiment tout? On parlait tout à l'heure de l'alimentation, ça peut être le cas du sommeil également. Il y a une approche qui est multifactorielle finalement. Ouais, mais tu as raison une fois de plus, mais en fait pour moi on reste un métier très relationnel finalement, hein. Le patient, quand il est sur la table, souvent on connaît très vite une grande partie de sa vie. On a un contact qui est souvent très 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 rapide. On a un métier voilà avec lequel on doit discuter, on doit échanger. Et justement, pour moi, l'axe numéro 1, c'est d'essayer d'obtenir la confiance du patient et d'essayer que ce patient-là joue carte sur table. Alors effectivement, parfois on l'a très vite, parfois on met un petit peu plus de temps. Et il y a aussi parfois, tout simplement, le patient ne sait pas tout simplement que la nutrition ou que le manque de sommeil peut être un facteur de sa blessure. Et le fait de discuter avec lui, le fait de lui faire comprendre tous ces aspects-là peut aussi aider progressivement à finalement qu'on récupère certains indices ou qu'on ait des informations supplémentaires. Tu parlais du sommeil à haut niveau. De toute façon, on a beau avoir les meilleurs kinés, les meilleurs ostéos, la meilleure gestion de la charge d'entraînement, le meilleur vélo. Si le cycliste dort mal et si le cycliste mange mal, tout ce système-là s'effondre. Donc bien évidemment, un patient qui a oublié de nous dire qu'il a fait un stage en montagne ou qui a oublié de nous dire que la semaine dernière, il avait très mal dormi parce que il vient d'être papa et que les nuits pour l'instant sont très courtes, mais qu'il a toujours gardé le même rythme de course à pied, et que bizarrement son tendon d'Achille chauffe un peu plus ou que il a un petit début d'aponévrosite plantaire. C'est important de discuter avec ces patients, c'est important d'échanger, c'est important de creuser, c'est important d'aller chercher les informations à condition que le patient ait compris pourquoi, et aussi d'entretenir cette relation de confiance. Et ça fait partie de notre métier. On aura beau être le meilleur thérapeute, le meilleur ostéo, le meilleur préparateur physique, s'il y a aucun échange qui est fait et si carte sur table entre guillemets n'a pas été mise par le patient et par le kiné, il n'est pas impossible qu'on se retrouve à un moment donné face à un mur et à une certaine problématique qu'on n'arrive pas à résoudre. Comme je le disais, j'ai pas la prétention de pouvoir soigner 100% des blessures, mais plus on questionne, plus on interroge, plus on se renseigne, il y a forcément un point d'entrée quelque part de cette blessure, et elle est souvent multifactorielle. Parfois, le kiné ne peut rien faire. La tête gouverne énormément de choses. Et parfois, faut être capable de comprendre. Et pour comprendre, faut être capable de discuter. Il faut être capable d'avoir créé cette relation de confiance aussi avec le patient qui est très importante pour moi. Pour la partie sommeil, si je prends un exemple dans le cyclisme, j'ai vu là, la semaine dernière, une équipe qui déplaçait les matelas des membres de l'équipe. Les coureurs cyclistes avaient exactement le même matelas à la maison que en stage, et c'était un partenaire fabricant de matelas qui proposait justement l'aménagement des hôtels pour que le sportif soit dans les mêmes conditions qu'à la maison pour bien dormir. Alors je sais pas si ça impacte les performances, mais en effet, on va avoir un attrait, un intérêt sur cet aspect hautement important qu'est le sommeil.
Ah, tu as raison, mais cette équipe-là, chez Groupama, ça fait des années qui fonctionnent comme ça. Ils ont sur les grands tours, sur les grandes compétitions, il y a 2 personnes qui sont qui sur les 3 semaines en fait vont d'un hôtel à l'autre pour changer les matelas présents sur les lits d'hôtel et pour mettre les matelas qui sont prédisposés entre guillemets à l'athlète, sur lequel l'athlète a l'habitude de dormir, sur lequel il se sent bien. Après, ça reste des détails, mais généralement, leurs draps sont mis. Généralement, on essaye de les mettre un petit peu dans les mêmes conditions qu'à la maison, finalement, pour justement, sur des retours d'étape qui ont été durs, quand ils arrivent à l'hôtel, qu'ils aient cette sensation de confort, dans une optique d'essayer, en tout cas, que leur nuit soit la plus réparatrice possible. Après, ça, c'est un exemple enfin, en tout cas, c'est un axe sur lequel dans le milieu du vélo, ils travaillent. Après, il y a d'autres méthodes maintenant qui sont mis en place, mais le sommeil reste quelque chose de très complexe à gérer, surtout à haut niveau avec le stress de la journée et la fatigue accumulée. On sait que c'est un axe de récupération prioritaire, mais ça reste le cerveau qui dirige tout ça, et il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles on a à apprendre et sur lesquelles on a à travailler. Bruno, Maxime, quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui sont en phase de reprise? C'est-à-dire que Maxime a donné le feu vert, on n'est pas très loin de la sortie du cabinet, et Bruno, tu vois quelqu'un qui est en convalescence. Comment on va pouvoir l'aider et lui transmettre vos bonnes pratiques? C'est les conseils des experts, à la fois toi Maxime en tant que kiné et Bruno en tant qu'accompagnateur, entraîneur. Moi, en tant qu'entraîneur, il y a toujours la validation du professionnel de santé. C'est-à-dire que tant que le professionnel de santé n'a pas donné le feu vert, et quand c'est avec Maxime, par exemple, qu'il n'a pas décrit précisément les conditions de la reprise, bon, je rentre pas dans les détails, mais bon, il y a pas de reprise, il y a pas de redémarrage de l'entraînement. Après, le maître mot, c'est la progressivité. C'est-à-dire que on va reprendre à petite dose. On va reprendre très progressivement. La charge d'entraînement va être en fonction de ce que le kiné aura dit. Elle va être très progressive, elle va être très très cadrée, très spécifique. Mais le maître mot, je pense, c'est vraiment cette notion de progressivité. Pour moi, elle est d'une évidence totale, mais néanmoins, régulièrement, je vois des gens à qui on n'a pas expliqué que la reprise devait se faire de manière progressive, reprendre du jour au lendemain et partir courir 1 heure. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, c'est pas comme ça que ça court. Peut-être 30 minutes, puis 40, puis 50. Enfin bref, avec les exercices que le kiné aura donné, tout ça, ça se fait en collaboration et en équipe. Donc progressivité avec l'accord du kiné et éventuellement les exercices complémentaires qui sont nécessaires. Maxime, de ton côté, quelles seraient tes recommandations pour des athlètes qui viendraient à être sortis d'affaires et qui sont en passe de pouvoir reprendre une activité quasi normale? Effectivement, Bruno a plutôt bien résumé. Il y a 2 axes. Le premier, c'est cette notion de progressivité qui est à mes yeux indispensable. Et la deuxième qu'on pourrait aussi venir ajouter, qui est très facile à mettre en place par rapport au patient si on lui a expliqué, c'est cette règle de la non-douleur. On aime bien utiliser une petite échelle analogique très simple de 0 à 10. 0, vous ne ressentez rien du tout. 10, votre douleur est insupportable. Généralement, quand les douleurs sont au-dessus de 2 ou 3, on est déjà dans une zone un petit peu borderline, et finalement, c'est assez facile pour le patient avant d'aller courir, pendant qu'il court et à la fin de sa course, d'être capable de donner une note et d'aller tout simplement lui indiquer qu'il faut absolument pas qu'il soit dans cette zone-là. C'est des marqueurs assez simples. Alors à haut niveau, on en a beaucoup plus. On a des choses beaucoup plus importantes pour quantifier tout ça et des moyens beaucoup plus importants. Mais déjà, je pense que dès demain, chacun peut s'appliquer cette petite échelle analogique et cette notion de progressivité, comme le disait Bruno, qui justement peuvent assurer normalement un retour à la compétition ou un retour déjà au sport
sans encombre ou sans pépin physique ou sans blessure. Donc tu valides également le fait de pouvoir enfourcher son vélo. Tu disais tout à l'heure, les coureurs à pied sont bien souvent bornés. Toi qui baignes dans le milieu du cyclisme, c'est un bon complément et un bon sport de transfert en décharge. Ouais, bien sûr. Bah après, en fonction de la pathologie qui a été diagnostiquée, mais le vélo est souvent un très bon adjuvant, comme peut l'être la natation. Après, il est souvent plus dur, je trouve, de motiver les gens vers la natation que vers le vélo. Donc sur le vélo, c'est des choses qui sont et on peut retrouver des axes de travail assez similaires à la course à pied sur le vélo. Alors bien évidemment, il faudra peut-être rouler un peu plus longtemps, mais si on est dans une volonté de vouloir garder le capital qu'on avait acquis, qu'on n'a pas envie de perdre trop de temps justement dans une optique de pouvoir reprendre quasiment au niveau auquel on était juste avant de se blesser, le vélo est souvent une bonne alternative. Maxime, de quoi sera fait ton actualité pour les prochaines semaines ? Tu restes du côté de Reims en cabinet ou tu as des échéances avec les grands tours qui se préparent ? Sur le mois d'avril, pour l'instant, je serai entièrement sur Reims, de retour au cabinet. Au mois de mai, j'ai un stage en altitude avec l'équipe Groupama où on prépare le Tour de France. Donc on a généralement les coureurs présélectionnés au Tour de France et je pars pour une quinzaine de jours en haut du volcan Teide sur les îles Canaries à Tenerife où on a l'habitude de faire nos camps d'entraînement là-bas. Donc voilà pour les dernières nouveautés et pour le programme de ces 2 prochains mois. Bruno, est-ce que tu avais un petit quelque chose à ajouter pour conclure cet épisode avec cette présentation de Maxime qui t'accompagne pas au quotidien, mais sur ces phases où ça tire un petit peu de droite et de gauche? Alors déjà, je sais qu'il faut pas que je me blesse au mois de mai parce qu'il est pas là. Ça, c'est la première des choses. Du coup, voilà, je suis content, j'ai sorti ma vanne et je me rappelle plus de la question. Est-ce que tu as un petit quelque chose à ajouter par rapport à ce que on a pu exposer aujourd'hui avec Maxime, à savoir cette importance de la relation entre le kiné et l'athlète, et puis également une image un petit peu dépoussiérée. On n'est plus dans des cabinets de masseurs kinésithérapeutes des années 80. Oui, bah voilà, j'espère qu'on aura réussi à montrer cet aspect-là, à dépoussiérer un peu l'idée que peuvent se faire parfois les sportifs du kiné, de montrer que c'est un vrai travail d'équipe, que montrer que la kiné, c'est pas juste j'y vais parce que je suis blessé ou parce que mon médecin m'a fait une prescription et va me mettre 10 séances de rééducation et qu'au bout des 10 séances de rééducation, comme par miracle, tout va être guéri. Le kiné, il est là aussi pour nous aider à anticiper. Il est là dans la prévention, il est là dans les soins. Mais si tous nos échanges ont permis à ce que les gens se disent « Ah, je vois mon kiné d'une manière différente. Je vais peut-être essayer de chercher quelqu'un de compétent ou je vais peut-être collaborer avec lui d'une autre manière pour être en prévention, pour ne pas me blesser. » Déjà, c'est ça. C'est aussi ne pas se blesser parce que le but, c'est d'éviter, c'est ce que dit Maxime. Moins les gens restent longtemps chez lui et plus il est content. Donc, si on a permis aux gens d'avoir cette idée que tout ceci s'anticipe, se prépare et qu'on n'y va pas juste quand on est blessé à bout de souffle et quand on ne sait plus faire quoi d'autre, on aura peut-être apporté notre pierre à l'édifice de la prévention, sachant que on va pas partir sur ce sujet-là, mais pour moi c'est même un enjeu de santé. On va vers des générations de plus en plus âgées, on va vers des gens qui doivent absolument se prendre en charge. Moi, il y a quelqu'un qui me tenait ce discours-là il y a plus de 30 ans. Il s'appelle Christophe Geoffroy. C'était mon kiné à l'époque. Il a fait un passage à lui avec l'équipe de France de foot et il était déjà, et il est toujours d'ailleurs dans la prévention. Donc, je lui fais un petit coucou je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais je lui fais un petit coucou. Maintenant, c'est Maxime qui est mon kiné et qui a remplacé Christophe. Il le fait très bien, mais ouais. J'espère qu'on aura réussi à éveiller tous les gens à ce sujet qui est très très important de la santé.
Alors Maxime, même si je remettrai tes coordonnées dans les notes de l'épisode, est-ce que tu peux indiquer aux auditeurs à quel endroit, s'ils se trouvent du côté de Reims, on peut te retrouver et venir poser peut-être un rendez-vous sur une liste d'attente, parce que les créneaux doivent être très très serrés. Ouais, écoute, c'est assez simple. Le cabinet ISO, c'est situé à Tinqueux, au 10 avenue du 29 août 1944. Et les systèmes de prise de rendez-vous sont assez simples. On a un site internet qui est relativement bien fait, où les prises de rendez-vous se font directement via un petit formulaire qui tombe dans nos boîtes mail. Et dès qu'on a une place qui se libère, dès qu'on a un peu de temps, on essaye de répondre aux patients et surtout de se rendre le plus disponible pour les patients qu'on peut avoir au cabinet. On essaye là-dessus d'être assez réactif. Et justement, on est dans le domaine du sport et souvent on n'a pas trop le temps d'attendre. On s'est blessé, il faut être réactif et voilà, on s'engage à être le plus réactif possible. Après derrière, en termes de délai, c'est effectivement, je peux pas m'engager. Par contre, je peux pas m'engager. Eh bien, merci Maxime, parce qu'en ce lundi matin, au lendemain du marathon, peut-être que ta boîte mail et ta messagerie audio sont pleines avec des sportifs qui sont peut-être dans l'attente d'un rendez-vous. Merci d'avoir pris de ton temps pour échanger sur cette image du kiné qui est à dépoussiérer totalement, et l'importance, on l'a vu avec Bruno que tu accompagnes dans les soins, de cette alliance entre le thérapeute et l'athlète. Donc, un grand merci à vous. Merci à toi Sébastien, écoute, pour cette invitation, et puis voilà, effectivement, j'espère qu'on aura permis de dépoussiérer un petit peu cette image du masseur kinésithérapeute, et puis pourquoi pas, Sébastien, au plaisir sur un autre épisode de rentrer peut-être un petit peu plus en détail sur les différents moyens de tester et de bilanter un athlète. Ça pourrait peut-être être une suite intéressante, je pense. Avec plaisir, et peut-être si tu es de passage avec l'équipe FDJ du côté d'Orléans, vous faites étape le 9 juillet du côté de la Cité Joannique, donc peut-être au plaisir de te croiser si tu es dans les hôtels ou à proximité de la ligne de départ. Avec plaisir Sébastien. Et pour les auditeurs, on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.